La tasse de café glissa des mains usées du docteur Nathaniel Grant, se brisant en 1000 morceaux sur les marches en métal de sa caravane de fortune. À travers la brume matinale qui noyait les ruines du quartier, une silhouette canine émergea, majestueuse et déterminée. C'était une femelle berger allemand, le pelage sale et emmêlé, mais les yeux sombres d'une intensité troublante. Et elle n'était pas seule. Serrée entre ses crocs avec une délicatesse infinie, un chiot inerte pendait mollement, du sang séché collant encore les poils dorés autour d'une large plaie au flanc. Le regard de la chienne transperça Nathaniel, un regard empreint d'intelligence, mais aussi d'une détresse presque humaine. Depuis le porche voisin, un cri perça le silence. « Mon Dieu !» La voix appartenait à Madame Maureen Callahan, la vieille voisine irlandaise de Nathaniel. Dans sa panique, son chapelet lui échappa des doigts, les perles dégringolant les marches, tandis qu'elle se reculait d'un pas, une main sur la poitrine. Nathaniel, lui, était figé. 5 ans plus tôt, ses mains tremblantes avaient tenu le corps brisé de sa fille Anna, morte sur le coup dans un accident de voiture qu'il n'avait pas pu empêcher. Aujourd'hui, une autre vie était suspendue entre ses doigts, amenée jusqu'à lui par une créature qui semblait comprendre, comme si elle savait qu'il était leur dernière chance. « Pas encore !» murmura-t-il, la voix fendue. « Je ne peux pas revivre ça. » Mais la chienne fit un pas en avant. Doucement, elle posa le chiot à ses pieds, puis se recula légèrement, l'observant avec une patience presque sacrée. Le monde sembla s'arrêter. Nathaniel, incapable de détourner les yeux, sentit quelque chose bouger en lui. Une corde trop longtemps laissée à l'abandon. La lumière pâle du matin révélait encore les cicatrices laissées par la tempête. 3 semaines auparavant, l'ouragan Clara avait ravagé la paroisse de Franklin au sud de la Louisiane, transformant une banlieue autrefois animée en un champ de ruines. Des caravanes d'urgence de la FEMA étaient dispersées ici et là, tels des dés jetés par le destin sur une terre dévastée. Nathaniel, lui aussi, portait les stigmates d'un ouragan différent, plus ancien, plus cruel encore. Laisse un like si cette histoire t'a touché. Et partage ton avis dans les commentaires en nous disant aussi depuis quelle ville tu regardes. On reprend maintenant le cours de l'histoire. Vétérinaire de renom pendant 20 ans et ancien médecin militaire déployé en Irak, il avait construit sa vie sur des mains fermes et un sang-froid inébranlable. Jusqu'au 18 septembre 2003. La date restait gravée dans sa mémoire comme une cicatrice au fer rouge. Ce jour-là, un conducteur ivre avait pulvérisé la voiture de sa femme et de sa fille. Et avec elle, toutes ses certitudes. Depuis, il vivait reclus, rongé par un mélange de culpabilité et de whisky bon marché. À 52 ans, Nathaniel n'était plus qu'un spectre de lui-même caché dans une caravane qu'il avait transformée en sanctuaire d'oubli. Sa sœur, Emily, l'appelait chaque semaine depuis Portland, suppliant qu'il rentre. Les voisins, eux, continuaient de croire qu'il pouvait encore aider. Il avait rejoint les secours animaliers après l'ouragan, espérant peut-être sauver d'autres vies, à défaut de pouvoir sauver celle de leur vieux chat, Figaro, mort dans ses bras à l'hôpital vétérinaire la nuit de l'accident. Un chat, un simple chat. Et pourtant, Nathaniel ne s'en était jamais remis. Maureen Callahan, sa voisine de 75 ans, s'était imposée comme sa protectrice autoproclamée. Veuve depuis une décennie, elle avait reconstruit seule sa maison en bois mitoyenne, malgré les protestations de ses fils installés à Bâton Rouge. Chaque matin, elle apportait un thermos de café et un panier repas que Nathaniel laissait refroidir sur le comptoir. Il l'écoutait parler de son défunt mari, Patrick, avec la patience résignée de ceux qui ont appris à parler aux fantômes. Mais la chienne qui se tenait devant lui n'était pas un fantôme. Elle respirait, elle pensait, elle suppliait sans un mot. Nathaniel s'agenouilla lentement, posant ses mains calleuses sur le chiot. Il était à peine conscient, son souffle imperceptible. Le flanc gauche était lacéré jusqu'à la chair. Sans soin immédiat, il mourait. Les souvenirs de Figaro et d'Anna menaçaient de le submerger, mais les gestes revenaient tout seuls. Le vétérinaire qu'il avait été ne demandait qu'à reprendre sa place. « J'ai arrêté », murmura-t-il à la chienne. Mais déjà ses doigts examinaient la plaie avec la précision d'un professionnel. Elle gémit faiblement, un son guttural qui semblait chargé d'émotion. Le chiot remua à peine, une minuscule patte se posant contre son poignet dans un geste déroutant de confiance. Le même geste qu'Anna avait fait à l'hôpital juste avant de partir. Nathaniel vacilla, mais ne céda pas. Le regard de la chienne le maintenait à flot. Un regard qui disait « Je te confie ce qui m'est le plus précieux, ne me trahis pas ». Avec un grognement de résignation, il prit le chiot dans ses bras et se dirigea vers la caravane.
La chienne le suivit sans un bruit. Le vétérinaire n'avait pas touché à sa mallette depuis des mois. Elle dormait sous des piles de paperasse et de bouteilles vides. Mais il la retrouva, souffla la poussière et transforma sa table de cuisine en salle d'opération. Ses mains tremblaient. Pourtant, dès qu'il toucha le chiot, elles retrouvèrent leur stabilité. Comme si son corps savait ce qu'il devait faire, comme s'il était né pour ça. La chienne se posta à quelques pas vigilante. Elle ne bougeait pas mais suivait chacun de ses gestes du regard, comme si elle comprenait l'importance de ce moment. Nathaniel inséra une aiguille fine dans la patte minuscule du chiot pour y poser une perfusion. Il nettoya la plaie à l'antiseptique puis entreprit de recoudre. Le chiot perdit connaissance. La respiration se fit plus lente, trop lente. La panique le saisit. Tout revenait, l'urgence, l'échec, les larmes de l'hôpital, et puis un poids doux contre son bras. La chienne. Elle avait posé sa tête contre lui comme pour dire « Je suis là ». Cette pression simple l'empêcha de sombrer. La respiration du chiot reprit un rythme stable. Nathaniel reprit l'aiguille, plus concentré que jamais. Lorsqu'il eut terminé, il recouvrit le petit corps d'une couverture, plaça une lampe chauffante et transforma sa caravane en unité de soins intensifs improvisés. La chienne se coucha près de la table, ses yeux jamais bien loin du chiot. Elle ne toucha à rien, juste sa présence lourde de sens. Un coup frappé à la porte brisa le silence. Puis une voix familière. « Nathaniel Grant, j'ai vu cette chienne entrer. Tu ne vas pas encore te barricader, pas cette fois. » C'était Maureen. Il regarda la chienne. Elle le fixait. Il regarda le chiot. Il respirait. « Entre, Maureen, dit-il enfin. Mais parle doucement. On a un patient qui se remet. » Maureen Callahan entre dans la caravane comme on entre dans une chapelle. Les mains jointes, les yeux brillants, elle s'approcha lentement. Son regard sautant du chiot endormi à la chienne couchée au sol. Cette dernière leva la tête, observa la vieille dame sans animosité, puis reposa son museau sur ses pattes, comme pour dire « Tu peux rester, mais pas trop près ». Maureen, avec la sensibilité d'une mère ayant elle-même veillé trop de malades, comprit d'instinct. « Sainte Marie, préservez-nous », murmura-t-elle en s'asseyant sur l'unique chaise libre de la petite cuisine. « À quel point est-ce grave ?» Nathaniel vérifia les constantes vitales, la main sur le petit flanc qui se soulevait avec régularité. C'est critique pour les prochaines 24 heures. Elle a perdu beaucoup de sang, mais la plaie est propre maintenant. Reste à espérer que l'infection ne s'installe pas. Il ne finit pas sa phrase. L'espoir était une chose fragile dans son univers. Maureen croisa les bras, le regard fixé sur le chiot. C'est la première fois que tu parles autant depuis des semaines, cette petite boule de poil fait déjà des miracles. La chienne tourna légèrement la tête vers elle comme pour évaluer si elle devait intervenir. Puis, en comprenant l'absence de menace, reprit sa veille. Nathaniel la désigna d'un signe de tête. « Regarde-la, elle surveille tout. Mes gestes, la respiration du chiot, ta position, ce n'est pas seulement de l'instinct maternel. Elle a été entraînée. » Maureen plissa les yeux et se pencha, cherchant à lire le collier du berger allemand. Il y a des inscriptions, mais c'est couvert de boue et de poussière. Elle s'approcha lentement et la chienne, sans bouger, la laissa faire. Avec délicatesse, Maureen frotta la plaque d'identification avec sa manche. On dirait agent Chen d'NCPD, unité K9. Nathaniel se figea. NCPD, département de police de North Crescent. Il observe à nouveau la chienne de son port de tête, sa musculature, la tension dans sa posture. C'était une chienne d'intervention, une professionnelle. « Tu es loin de ton maître, hein ?» murmura-t-il. Le regard que la chienne lui adressa alors portait le poids d'un deuil ancien. Elle comprenait. Elle savait qu'il venait de reconnaître sa solitude. Et dans cette reconnaissance muette, ils étaient en égaux. Les jours qui suivirent s'organisèrent autour d'un rythme nouveau. Nathaniel ne quittait plus le chiot qu'il avait commencé à appeler Hope, l'espoir. Il notait scrupuleusement chaque changement de température, chaque variation de rythme cardiaque. Il dormait à peine, se levant toutes les 2 heures pour vérifier la perfusion, ajuster le pansement, noter des observations dans un vieux carnet que Maureen avait déniché on ne sait où. La chienne, qu'il appela bientôt Grace, pour la douceur de ses mouvements et la force tranquille qu'elle dégageait, ne quitta jamais la pièce. Elle sortait uniquement pour faire ses besoins, revenait immédiatement, et reprenait sa place comme sentinelle silencieuse. Maureen, fidèle à elle-même, se nomma responsable de l'intendance. Elle fournissait des serviettes propres, un coussin chauffant flambant neuf, de la nourriture adaptée et des seringues stériles. Quand Nathaniel s'étonnait de ses ressources, elle répondait avec un clin d'œil « Pose pas de questions quand tu veux pas connaître les réponses ». Au 3e jour, Hope leva enfin la tête d'elle-même et accepta quelques gouttes de lait tiède à la seringue. Au 4e,
Elle tenta de se redresser sur ses pattes encore fragiles et Nathaniel retenait son souffle à chaque vacillement. Grace, elle, s'adaptait à chaque progrès. Elle se plaçait derrière Hope, anticipant chaque chute, la soutenant parfois du museau, encourageant d'un frémissement ou d'un souffle la moindre tentative. Nathaniel, malgré lui, se surprenait à sourire. Ce fut lors d'un de ses essais maladroits qu'il remarqua quelque chose, une tache blanche sur la poitrine de Hope en forme d'étoile. Son cœur s'arrêta un instant. Il appela Maureen d'une voix à peine audible. Elle s'approcha, ajusta ses lunettes. « Eh bien, souffla-t-elle, on dirait exactement la même marque que sur le chat d'Anna. Comment s'appelait-il déjà ?»« Figaro », répondit Nathaniel, la voix étranglée. Il revoyait Anna, 7 ans, les dents en bataille, exhibant fièrement leur chat à un dîner de voisins. « Regardez, il a une étoile sur le cœur, alors il trouvera toujours le chemin de la maison. » Le souvenir l'étrangla presque. Figaro, ce chat brave et silencieux, était mort de ses blessures en rampant sur 3 pâtés de maison pour revenir à leur porte, tandis que lui, il était à l'hôpital, en train de perdre tout le reste. Grace se leva alors, sentant l'orage dans son âme. Elle posa sa tête contre le genou de Nathaniel, lui offrant, comme toujours, sa présence sans exiger quoi que ce soit. Il posa une main sur son front large et chaud, fermant les yeux. « Elle t'a choisi, Nate, » dit Maureen doucement. « Elles t'ont toutes les deux choisi. Ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose d'autre. » Nathaniel ne répondit pas. Il regardait Hope dormir, son petit flanc se soulevant à un rythme régulier, son museau encore trop court, remuant dans un rêve. « Je ne sais pas si je crois encore à tout ça, » murmura-t-il, « mais peut-être que je crois à une seconde chance. » Dehors, les bruits de reconstruction reprenaient dans la paroisse Franklin. Les marteaux, les moteurs, les voix. Mais à l'intérieur de la caravane, quelque chose de plus subtil se reconstruisait aussi. Un cœur. À la fin de la première semaine, Hope courait presque. Ses pattes fines tremblaient encore parfois, mais son énergie ne faisait aucun doute. Elle s'attaquait en jeu à la queue de Grace, aboyait faiblement sur les coussins et tentait de grimper sur la chaise de Maureen dès qu'elle tournait le dos. Grace se laissait faire avec une patience admirable. Elle laissait Hope lui grimper dessus, lui mordiller les oreilles, la suivait partout, mais laissait la petite s'éloigner un peu plus chaque jour. Nathaniel se surprenait à rire. Un rire timide, presque rouillé mais sincère. Et puis, les animaux commencèrent à arriver. D'abord un chat à la patte cassée, puis un chien avec une vilaine blessure infectée, un perroquet avec les ailes brûlées qui répétait sans cesse « Maman, maman !» Nathaniel voulut refuser. Il avait déjà trop à gérer. Il connaissait les risques d'aimer, les pertes inévitables. Mais Grace décidait autrement. Quand une vieille femme asiatique, Madame Lian Shen, se présenta avec un lapin blessé, Grace s'avança doucement, se plaçant à ses côtés comme pour dire « Elle peut entrer ». Madame Shen tenait son lapin comme un trésor. Ses yeux étaient rouges, ses mains tremblaient. « Mon fils !» Il était policier. Il avait un chien, un berger allemand. Ils sont morts pendant l'ouragan. Cette lapine, je l'ai retrouvée dans ce qui restait de mon jardin d'herbes. C'est tout ce qu'il me reste. Nathaniel leva les yeux vers Grace, qui s'était assise, silencieuse, observant Madame Shen d'un regard presque solennel. Le nom de Shen résonna en lui, le ramenant au collier. Il frissonna. « Posez-la ici, madame, » dit-il doucement. « On va voir ce qu'on peut faire. » Les blessures de la lapine étaient de sérieuses. Une côte fêlée, des éraflures infectées, une déshydratation avancée. Mais ce n'était pas irréversible. Tandis que Nathaniel nettoyait les plaies avec des gestes sûrs, Madame Chen lui racontait l'histoire de son fils. Adam Chen, officier de police de North Crescent affecté à l'unité cynophile. Il était mort en service pendant les opérations de secours dans le quartier River Point. Son partenaire, un berger allemand nommé Bolt, avait disparu dans le chaos. « Il n'a jamais été retrouvé », murmura-t-elle. « J'ai cru, j'ai espéré. Mais il n'est jamais revenu. » Tandis qu'elle parlait, Grace se mit à gémir doucement, un son rauque, presque douloureux. Elle faisait les 100 pas, agitée, les oreilles rabattues. Elle reconnaissait ce nom, elle savait. Nathaniel cessa de bander la patte du lapin, son regard rivé sur Grace. Il s'approcha lentement, écarta les poils boueux autour du collier usé. Sous la lumière de la lampe de travail, il distingua enfin les lettres effacées. Officier Adam Chen, NCPD, Canine Unit. Il se figea. « Grace » souffla-t-il. « C'était toi, tu étais son chien ?» À ces mots, Grace laissa échapper un gémissement brisé, un mélange de deuil ancien et de douleur contenue. Elle s'effondra doucement au sol, posant son museau sur ses pattes, son corps vibrant d'émotion. Nathaniel reconnut ce son.
Il l'avait lui-même émis, ce cri muet, dans le couloir glacé de l'hôpital, le jour où les médecins lui avaient annoncé que sa femme et sa fille ne se réveilleraient pas. Ce n'était pas un simple chien, c'était une âme en deuil. Madame Chen, les larmes aux yeux, s'approcha de la chienne avec un mélange de crainte et de tendresse. « Bolt » murmura-t-elle, mais Grace ne bougea pas. Elle n'était plus Bolt. Elle était Grace, une survivante qui avait trouvé un nouveau foyer dans la douleur partagée. Dans les jours suivants, d'autres arrivèrent. Un adolescent, Marcus, avec un labrador au coude déboîté, un ancien combattant, Monsieur Grant, avec un chat empoisonné par l'eau contaminée, une famille hispanique, les Diaz, avec 3 chatons trouvés dans un grenier. Chaque fois, Grace accueillait les visiteurs comme une infirmière silencieuse, jaugeant les humains, surveillant les bêtes, guidant même certains vers l'endroit où Nathaniel opérait. Et chaque fois, il voulait refuser. Et chaque fois, il cédait. La caravane se transforma peu à peu en dispensaire improvisé. Nathaniel remit en état du matériel oublié, construisit un enclos à l'arrière pour les animaux en convalescence et réorganisa ses journées autour de soins, d'urgence et de suivi. Hope, elle, prospérait. Son énergie semblait décuplée. Elle avait une conscience émotionnelle rare. Elle posait sa tête contre Nathaniel lorsqu'il semblait perdu dans ses souvenirs, venait se blottir contre Maureen quand elle parlait de son mari et accueillait chaque nouvel animal avec une curiosité affectueuse, mais le plus frappant, c'était ce lien entre Hope et Grace, un lien fait de regards, de gestes mesurés, de confiance totale. Lorsque Hope faisait un cauchemar, Grace venait la lécher doucement. Lorsqu'elle tombait, c'est vers Grace qu'elle courait. C'était plus qu'une relation mère-fille. C'était une chaîne de survie. Ce fut au début de la 3e semaine que Nathaniel prit conscience d'un détail qui le frappa en pleine poitrine. Il n'avait pas touché une goutte de bourbon depuis 15 jours. Ses mains ne tremblaient plus au réveil. Il se levait même parfois avant l'aube pour préparer la nourriture des animaux. Il avait retrouvé le geste, le réflexe, l'intuition. Il se surprit un matin à fredonner en nettoyant une seringue. Un vieil air que Sarah aimait chanter, Amazing Grace. Maureen le surprit. « Tu chantes, Nate. T'as pas chanté depuis ?» Elle s'arrêta, mais ils savaient tous deux ce qu'elle voulait dire, depuis Anna. Ce jour-là, Hope franchit pour la première fois la petite rampe construite pour elle. Elle bondit sur sa gamelle, le regard vif, la queue battant comme un métronome de joie. Maureen applaudit doucement. Elle va devenir magnifique et futée, regarde ses yeux, elle comprend tout. Nathaniel l'observa longuement. Oui, elle observait, anticipait, analysait, elle aurait besoin d'éducation, de structure, de repères. Il lui faudra une vraie éducation, une bonne socialisation, de la discipline. Il s'interrompit. Maureen sourit doucement. « Tu fais des projets, on dirait ?» Il se tourna vers elle, un sourcil levé. « Je suis juste prévoyant. Si je dois la garder, il faut que je m'organise. » Il ne termina pas sa phrase, mais Hope, elle, comprit. Elle bondit vers lui, posa ses pattes sur ses genoux, puis tenta maladroitement de grimper sur ses jambes. La décision avait déjà été prise, par elle. La caravane ressemblait désormais à un petit sanctuaire animalier. 3 chats dormaient côte à côte près du radiateur. 2 chiens en convalescence partageaient un panier. Hope dormait au pied de Nathaniel, et Grace, toujours fidèle à son rôle d'observatrice, montait la garde, guettant les bruits du dehors, surveillant les nouveaux venus et veillant sur son petit monde comme une générale bienveillante. Nathaniel, assis dans son fauteuil usé, observait ce petit miracle qu'il n'avait pas vu venir. Il regarda Grace, puis Hope, puis Maureen. Ce n'était pas censé être permanent. Maureen rit doucement, son rire crépitant comme un vieux vinyle. « Rien n'est permanent, mon garçon. C'est justement pour ça que ça compte autant. » Mais l'équilibre fragile de leur refuge allait bientôt être mis à l'épreuve. Un matin d'octobre, Nathaniel se réveilla en sursaut. Grace tournait en rond dans la caravane, les oreilles plaquées, le corps tendu, haletante. Hope était blottie sous la table d'examen, tremblante. Quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qu'il se passe, ma belle ?» Mais Grace était déjà à la porte, griffant frénétiquement pour sortir. Il ouvrit. Elle bondit dehors, puis s'arrêta, le regard rivé sur la rue. Elle voulait qu'il la suive. Maureen apparut sur son perron, le visage grave. « Nate, il y a une femme qui traîne depuis ce matin. Elle dit travailler pour une fondation de protection animale. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Elle pose beaucoup trop de questions sur la chienne et sur le chiot. » À travers la brume, Nathaniel aperçut une silhouette féminine en tailleur gris, carnet à la main, interrogeant les voisins avec une assurance froide. Malgré la boue, ses chaussures étaient impeccables. Une femme qui n'était pas venue chercher, mais prendre. Et elle savait déjà où frapper. Grace revint à ses côtés, plus tendue que jamais. Son regard rivé vers la silhouette au tailleur indiquait une alerte que Nathaniel connaissait bien. Ce n'était pas une inconnue, c'était une menace. Hope, blottie contre sa jambe, tremblait comme une feuille. Toutes les fibres de leur petit sanctuaire s'étaient resserrées en un instant, comme un seul corps, prêt à résister. Et puis, la voix se fit entendre, tranchante, claire, calibrée. « Docteur Grant ?» Il se retourna. La femme approchait, un sourire figé sur les lèvres, son carnet serré contre sa poitrine. « Je suis Madame Evelyn Whitmore de la Fondation d'émancipation animale. On m'a parlé de vous, de votre opération. »
Nathaniel s'interposa instinctivement entre elle et les chiens. « Je soigne des animaux blessés, madame, c'est tout. » Elle inclina la tête comme si elle voulait paraître compréhensive. Mais ses yeux, eux, restaient froids. « Je n'en doute pas. Mais certains de ces animaux ont un passé, un historique de service forcé. Et notre mission est de les libérer de ce fardeau. » Le mot « libérer » sonna comme un coup de poing. Nathaniel serra la mâchoire. « Ils ne sont pas prisonniers ici. Ils sont guéris, soignés, aimés. » Le sourire de madame Whitmore s'élargit sans atteindre ses yeux. « Docteur, j'ai ici des documents officiels, signés par un juge du comté de Harrington. Ces animaux doivent être placés sous notre garde. La loi nous y autorise. » Elle sortit un dossier épais, et derrière elle, une camionnette blanche apparut au coin de la rue, flanquée d'un logo austère « Libération Animal Trust », accompagnée d'un véhicule de la police du comté. La femme ne venait pas poser des questions, elle venait prendre. Grace s'était postée devant Nathaniel, la tête basse, le poil hérissé. Elle ne grognait pas encore, mais elle ne reculerait pas. Hope couina doucement, serré contre la jambe de son protecteur. Nathaniel, lui, sentit la colère l'envahir. « Vous appelez ça de l'émancipation? Tuer des animaux sous prétexte qu'ils ont été loyaux ?» Madame Whitmore répondit d'une voix doucereuse. « Ce ne sont pas des euthanasies, ce sont des actes de miséricorde. Ces animaux ont été conditionnés, dressés à négliger leurs instincts, leurs besoins naturels. Nous leur offrons la paix. » Un frisson glacé parcourut Nathaniel. Il comprit alors. Ce n'était pas une fondation. C'était un jugement, une sentence, une entreprise de mort justifiée par une idéologie radicale. À cet instant précis, Maureen apparut furieuse. « Maintenant, vous m'écoutez bien, ma grande. Je vis à côté de Nate depuis des mois. J'ai vu cette chienne apporter un chiot mourant dans sa bouche. Elle a veillé jour et nuit. Elle a choisi de rester. Et vous osez parler de servitude ?» Madame Whitmore l'interrompit, d'un ton paternaliste. « Madame Callahan, vous êtes attachée émotionnellement, mais l'émotion ne remplace pas la logique. Ce chien est un outil conditionné, et ce chiot, si vous ne l'arrêtez pas maintenant, suivra le même chemin. » Nathaniel sentit Hope trembler encore plus fort. Il se pencha, la prit dans ses bras, sentant son petit cœur battre à toute allure. Elle le regardait avec confiance, une confiance sans faille. À ce moment-là, l'officier de police descendit de la voiture. Jeune, mal à l'aise, il s'approcha lentement, un dossier à la main. « Docteur Grant, je suis l'agent Luis Delgado. J'ai ici un mandat, je suis désolé. » Nathaniel planta son regard dans le sien. « Regardez-moi, regardez cette chienne, regardez ce chiot. Vous voyez de la maltraitance ici ?» L'agent hésita, visiblement mal à l'aise. « La juge Whitmore a approuvé la saisie. C'est légal. » Maureen avança, plantée comme un pilier. « Et ta grand-mère Maria, elle en penserait quoi, hein? Elle t'a élevé pour faire respecter ce genre de loi ?» L'agent blêmit. Mais madame Whitmore, elle, jubilait. « Vous voyez, ces liens, cette dépendance, c'est exactement ce que nous combattons. Ces chiens sont utilisés comme des substituts affectifs, des béquilles émotionnelles, et ça n'a rien de sain. » Nathaniel sentit la faille s'ouvrir dans sa poitrine. Elle frappait là où il doutait lui-même. Était-ce vrai? Était-il en train d'exploiter Hope et Grace pour combler un vide? Était-il encore lucide? Maureen le vit vaciller. Elle se tourna vers la foule qui commençait à se former. Les voisins arrivaient, Madame Juarez avec sa chatte soignée, Monsieur Templeton avec son perroquet blessé, les Diaz avec leur chaton. Tous prenaient position. Madame Juarez éleva la voix. « Docteur Grant a sauvé notre Bella. Personne d'autre n'a voulu l'aider. » Monsieur Templeton, la voix rauque, ajouta « Ce chien-là, elle a aidé mon Pedro à cicatriser. Elle a veillé. J'ai vu. » Madame Whitmore leva les mains. « Mesdames et messieurs, je comprends votre gratitude. Mais ce n'est pas un vétérinaire certifié. Et votre affection ne justifie pas une structure médicale non régulée. » Maureen riposta aussitôt. « Il a peut-être arrêté pendant 2 ans, mais c'est encore le meilleur veto que cette ville ait jamais eu. Et surtout, c'est un homme qui aime sans calculer. » Mais Nathaniel n'écoutait plus les débats, il fixait le visage figé de madame Whitmore, et il vit enfin ce que ses yeux refusaient de voir jusqu'alors. Elle n'était pas seulement inflexible, elle était blessée, et ce combat n'était pas celui des chiens, c'était le sien. Il s'avança lentement. « Madame Whitmore, qu'est-ce que vous avez perdu? Qui vous a brisé au point de ne plus croire à l'amour ?» Elle se figea. Son visage se décomposa, un souffle, puis un murmure. « Mon fils, Michael, agent de sécurité au Pentagone, lui et son chien, Arrow, sont morts le 11 septembre. Ils sont restés pour aider. Ils ont été broyés. Et j'ai encouragé cette carrière, j'ai cru que c'était noble. » Le silence tomba sur l'assemblée. Grace s'avança doucement. Elle s'assit face à madame Whitmore, sans grogner, sans se baisser. Puis elle leva lentement une patte et la posa sur le sol comme un salut. La même gestuelle que font les chiens entraînés pour calmer, pour apaiser. Whitmore se raidit. « Non, ne faites pas ça.
Ne reproduisez pas ces gestes, ce n'est pas juste. Mais Grace ne cherchait pas à jouer un rôle, elle offrait sa présence, elle offrait une paix que la vieille femme ne connaissait plus. Ce n'est pas du conditionnement, murmura Nathaniel. C'est de l'amour, de l'instinct, de la compassion. Vous avez vu dans leur loyauté un esclavage, mais vous avez oublié que c'était leur choix. Whitmore tomba à genoux dans la boue. Son visage se couvrit de larmes. Pas celle de colère, mais d'un deuil enfin accepté. Hope sauta des bras de Nathaniel et s'approcha lentement. Elle grimpa doucement sur les genoux de la femme et y resta, immobile, posant son petit museau contre sa main tremblante. Cette fois, elle n'était pas en train de sauver un chien. Elle guérissait un humain. L'agent Delgado baissa les yeux sur son mandat détrempé et, sans mot dire, le glissa dans sa veste. Il jeta un regard à Madame Whitmore, toujours agenouillée dans la boue, bouleversée, une chiotte dans les bras et une chienne K9 à ses côtés. Il n'y avait plus rien à faire ici. Il fit un simple signe de tête à Nathaniel avant de remonter dans sa voiture, laissant derrière lui une scène qui n'avait plus rien de judiciaire. La camionnette blanche fit demi-tour lentement, sans un mot, sans insister. Pour la première fois depuis longtemps, c'était la compassion qui avait gagné, et pas la paperasse. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers tout le comté de Crescent Falls. Le vétérinaire déchu qui avait osé se dresser contre une fondation légale pour protéger une chienne K9 et son chiot. Le mot « refuge » commença à circuler, puis celui de « sanctuaire ». Des courriers arrivèrent, des appels aussi, des gens qui voulaient aider, des anciens clients, mais aussi des étrangers émus par le courage de Grace, attendris par l'innocence de Hope. Nathaniel tenta d'ignorer l'agitation, il continuait à travailler jour après jour, nettoyant des plaies, réparant des os, rassurant des maîtres tremblants. Mais une transformation s'opérait sans qu'il puisse l'arrêter. Le vieux pick-up rouillé fut remplacé par un van prêté par le garage local. Maureen organisa des collectes de dons. Même le pasteur Lowell, d'ordinaire méfiant, apporta 2 nichets de chiots abandonnés en disant, d'un ton bourru, « J'ai vu pire comme église ». Un matin, Nathaniel découvrit sur le pas de sa porte une caisse pleine de médicaments vétérinaires avec une note anonyme, pour ceux qui soignent encore quand le monde a cessé de croire. Hope grandissait. Elle gagnait en confiance, en agilité, en personnalité. Elle se faufilait dans tous les coins du refuge, aidant instinctivement là où on avait besoin d'elle. Un chaton effrayé, elle restait couchée près de lui pendant des heures. Un chien amputé, elle rapportait les jouets un à un. Et avec Grace, leur complicité était devenue légendaire. On aurait dit qu'elles se comprenaient sans un son. Une vieille guerrière et une élève promise à devenir une gardienne à son tour. Mais ce changement extérieur n'était rien comparé à ce qui se passait en Nathaniel lui-même. Il avait recommencé à écrire, dans un vieux carnet au stylo noir. Pas des bilans de santé ou des prescriptions. Non, des souvenirs, des pensées, des fragments de douleur et d'espérance. Aujourd'hui, Hope a tenu sa patte posée sur celle de Grace pendant 5 minutes. 5 vraies minutes, elle la sentait faiblir, alors elle lui a offert sa force. Ou encore, j'ai rêvé d'Anna cette nuit. Elle riait, elle me disait, « Papa, elle est jolie la chienne, mais elle est un peu sale, non ?» Le carnet n'était pas un journal. C'était une passerelle entre ce qu'il avait perdu et ce qu'il reconstruisait sans même s'en rendre compte. Un jour de novembre, une journaliste du North Pines Tribune se présenta au refuge. Emily Brenner, jeune, vive, curieuse, elle avait entendu parler de l'histoire par un collègue du bureau de Crescent Falls. Nathaniel, d'abord méfiant, l'accueillit sans enthousiasme. Mais elle ne cherchait pas le scandale. Elle voulait comprendre. Elle passa 2 jours entiers à observer, à poser des questions, à noter des détails. Elle assista à l'arrivée d'un chien blessé par un piège illégal. Elle vit Grace calmer un enfant autiste en posant son front contre le sien. Elle vit Hope s'endormir en boule contre le ventre d'un vieux retriever mourant. Et elle comprit. L'article fut publié en une, titre « Là où l'instinct t'y soigne, le refuge invisible du docteur Grant ». Photo à l'appui. L'histoire se répandit bien au-delà du comté. Des vétérans de guerre envoyèrent des lettres, des mères de famille aussi, des anciens détenus. Tous racontaient la même chose, qu'un jour, eux aussi, avaient été relevés par un chien, et qu'il était temps que quelqu'un en parle. Mais avec la lumière vient l'ombre. Et l'ombre, cette fois, prit la forme d'une plainte administrative. Un ancien collègue de Nathaniel, Dr Philip Rollins, jaloux, rigide et bien installé dans sa clinique climatisée du centre-ville, envoya une demande officielle au conseil vétérinaire de l'État. Il accusait Nathaniel de pratiquer sans licence valide,
de soigner dans des conditions non conformes, d'utiliser des animaux non certifiés comme aide thérapeutique. La convocation arriva par courrier recommandé. Nathaniel devait comparaître devant une commission d'examen à Harrisburg 2 semaines plus tard. Il risquait une interdiction définitive de pratiquer, même à titre bénévole. L'espoir fragile qu'il avait commencé à entrevoir vacilla. Maureen tenta de le rassurer, mais il savait. Il savait que l'establishment ne supportait pas ceux qui sortaient des lignes. Il passa la nuit à marcher, Grace le suivait pas à pas. Hope, silencieuse, ne comprenait pas mais sentait le trouble. Il finit par s'asseoir sur les marches de la caravane, les 2 chiens de chaque côté. Il murmura « Je vous ai peut-être mis en danger. Tout ça, tout ce qu'on a construit, peut disparaître. » Hope posa sa tête sur son genou. Grace leva les yeux vers lui. Et pour la première fois, Nathaniel se surprit à pleurer. Pas de rage, pas de douleur, mais de peur. Il avait enfin quelque chose à perdre. Le jour de l'audience arriva sous un ciel bas et menaçant. Nathaniel avait enfilé une chemise propre, trouvé une cravate dans une boîte oubliée. Il n'avait pas porté de cravate depuis les funérailles de sa famille. Grace et Hope l'avaient regardé se préparer sans comprendre, leurs regards inquiets, pleins d'interrogations silencieuses. « Je reviens vite », avait-il dit, même s'il n'en croyait qu'à moitié, un seul mot. Maureen l'accompagna. Sur le siège arrière, une boîte pleine de dossiers, de témoignages écrits, de photos d'animaux soignés, de lettres manuscrites de famille, le genre de défense qui ne pesait pas grand-chose face au règlement, mais il n'y avait rien d'autre à faire que d'y croire. La salle d'audience était froide, impersonnelle. 3 membres du conseil vétérinaire, tous en costume, dos droit, visage neutre, et au fond de la salle, Philip Rollins, bras croisés, satisfait. Nathaniel parla avec franchise. Il expliqua la chute, la perte, le vide, puis la lente remontée. Il parla de Grace, de Hope, sans pathos, sans drame. Il cita les cas cliniques, les soins, les diagnostics. Il admit avoir travaillé en dehors des clous, mais il affirma avoir fait ce que tout vétérinaire devait faire. Soigner, protéger, respecter la vie. Les membres du conseil écoutèrent sans émotion apparente. Puis ce fut au tour de Rollins. Il insista sur le danger, sur l'illégalité, sur l'exemple que cela donnait. Si nous laissons ce genre de pratique proliférer, c'est la porte ouverte à l'anarchie vétérinaire. Mais alors que tout semblait perdu, une voix s'éleva au fond de la salle. Une silhouette se leva. Madame Whitmore, tirée à 4 épingles, m'échangeait. Elle avait en main un dossier. Et dans ses yeux, une vérité qu'on ne pouvait pas contester. « Messieurs, mesdames, je suis venu témoigner. Il y a quelques semaines, j'ai tenté de faire retirer une chienne et son chiot de la garde du docteur Grant. J'étais convaincu de leur maltraitance psychologique, d'une instrumentalisation affective. Mais j'avais tort. » Un murmure parcourut la salle. Rollins se redressa, prêt à répliquer, mais elle leva une main. « J'ai perdu mon fils et son chien dans une tragédie nationale. Et j'ai cru, pour survivre, que tous les chiens de travail étaient victimes d'un système. Que leur loyauté était une prison. Mais Grace m'a montré le contraire. Elle m'a offert une forme de paix que je croyais hors d'atteinte. Elle n'est pas un outil, elle est un cœur. Et ce refuge n'est pas un danger, c'est une arche. » La commission demanda une suspension. Nathaniel resta seul dans la salle pendant de longues minutes, les mains moites, le souffle court. Quand ils revinrent, le président prit la parole. « Docteur Grant, les conditions de votre pratique sont irrégulières, mais les témoignages, les preuves, les faits sont en votre faveur. Nous vous accordons une autorisation temporaire à condition de réorganiser votre structure avec supervision. » Il marqua une pause, puis ajouta « Et nous vous encourageons à déposer une nouvelle demande de licence. Vous avez encore votre place parmi nous. » À l'extérieur, le soleil perçait enfin les nuages. Maureen éclata en sanglots, l'enlaçant à l'étouffer. Whitmore lui tendit la main. « Vous m'avez rendu meilleur, docteur. Ne sous-estimez pas ce que vous construisez. » Sur le chemin du retour, Nathaniel resta silencieux, mais dans son regard, une lueur nouvelle. Pas de soulagement, pas seulement, une certitude. Il n'avait pas seulement survécu, il avait recommencé à vivre. De retour à la caravane, Grace et Hope l'attendaient. Il ouvrit la porte. Les 2 chiennes se ruèrent sur lui, comme si elles avaient su, et peut-être qu'elles savaient, peut-être qu'elles avaient toujours su. Il s'agenouilla, les entoura de ses bras. « On reste. C'est chez nous maintenant. » Dans les semaines qui suivirent, les choses s'organisèrent. Un ancien hangar désaffecté fut prêté par la ville. Il devint le nouveau refuge, baptisé la Maison de Grâce par les enfants du quartier. Hope suivit une formation officielle de chien thérapeutique dispensée par une association de vétérans. Elle apprit vite.
Trop vite, son instinct était déjà là. Il ne manquait que les mots pour nommer ce qu'elle faisait naturellement. La rumeur du refuge grandit. Des écoles demandèrent à visiter. Des vétérans vinrent raconter leurs histoires. Un écrivain proposa même d'en faire un livre. Nathaniel refusa. Il ne voulait pas de légende, juste de la paix. Mais une paix vivante. Qui grandit, qui accueille, pas une fin, un commencement. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait en silence sur Crescent Falls, Nathaniel s'assit près du poêle, carnet sur les genoux. Hope dormait contre lui, la tête sur sa cuisse. Grace, plus calme, veillait près de la porte. Il écrivit « Je ne sais pas ce qui m'a sauvé. Était-ce elle ou ce qu'elle m'a permis de redevenir? Un homme capable de réparer, pas seulement les os, mais les liens, les âmes, les choses invisibles. » Il ferma les yeux, et pour la première fois depuis des années, il sentit autre chose que le vide. Il sentit la chaleur, celle d'un foyer retrouvé, d'un futur à construire. L'hiver à Crescent Falls avait une manière bien à lui de figer les choses, comme pour forcer le monde à ralentir. Mais au refuge, les jours restaient pleins. Le hangar transformé en sanctuaire vibrait de mouvements discrets, des pattes sur le béton, des respirations lentes, des murmures humains au creux des nuits froides. Les enfants du quartier venaient après l'école, parfois juste pour caresser Hope ou aider à remplir les gamelles. Des vétérans s'asseyaient sur les bancs, en bois, silencieux, observant les animaux, comme s'ils attendaient quelque chose, et parfois ce quelque chose arrivait. Un regard, un frisson, une mémoire adoucie. Nathaniel n'avait pas vu venir ce que Hope devenait. Elle n'était plus seulement un chiot survivante. Elle était une présence, une force douce, mais implacable. Elle sentait la peur avant qu'elle se manifeste. Elle approchait les corps tendus avec une lenteur parfaite. Et souvent, elle n'avait rien à faire de plus que d'être là. Ce qui, pour elle, semblait naturel, devenait miraculeux pour ceux qui la regardaient. Un jour, une femme arriva avec son fils, Aaron, un garçon de 10 ans au regard fuyant et aux écouteurs vissés sur les oreilles. Il ne parlait pas. Pas depuis la mort de son père, pompier disparu dans un effondrement d'immeuble. La mère avait tout essayé, thérapie, école spécialisée, traitement, rien, mais elle avait entendu parler d'Hope. « Je sais que c'est peut-être fou, Dr. Grant, mais on m'a dit que votre chiot faisait des choses. » Nathaniel ne promit rien, il ouvrit simplement la porte. Hope s'approcha d'Aaron avec prudence. Elle ne tenta rien. Elle s'assit à côté de lui et attendit. 30 minutes, 1 heure. Nathaniel était prêt à intervenir, mais quelque chose dans l'attitude de Hope l'en empêcha. Ce n'est qu'au moment de partir que ça arriva. Aaron, sans mots, enleva un de ses écouteurs, le tendit vers la chienne. Elle pencha la tête comme intriguée. Et il dit, presque inaudible, « Tu veux écouter ?» Sa mère éclata en larmes. Elle n'avait pas entendu sa voix depuis 8 mois. Ce genre de moment, le refuge en vivait de plus en plus. Il ne s'agissait pas seulement de chiens ou de vétérinaires, il s'agissait de ponts, de ceux qu'on croyait détruits à jamais, mais qui renaissaient sous des formes nouvelles. Maureen, de son côté, tenait un carnet. Elle notait tout, les progrès des animaux, les histoires de ceux qui passaient, les dates importantes, mais ce qui l'obsédait depuis un moment, c'était une idée. Organiser une journée, portes ouvertes. Une vraie, Nate, avec affiches, stand de cookies, démonstrations, qu'on montre au monde ce que vous faites ici. Nathaniel rechigna. Il n'aimait pas les projecteurs, mais Maureen avait ce talent pour rendre l'inévitable irrésistible. Et puis, l'idée plaisait aux enfants. Alors, début mars, un samedi, le refuge ouvrit ses portes. Le soleil était timide, mais l'ambiance, elle, était rayonnante. Des familles, des curieux, des journalistes locaux, des anciens, des jeunes. Un couple était venu de 3 villes plus loin, juste pour rencontrer Hope. Les enfants avaient peint une grande banderole « Bienvenue à la maison de grâce ». Nathaniel observa tout cela avec un mélange d'émotion et de sidération. Il vit Hope aller d'un groupe à l'autre patiemment, sans se fatiguer. Il vit Grace allongée près d'un fauteuil roulant veillant sur une adolescente aux jambes paralysées. Il entendit les rires, les discussions, les promesses. Et à un moment, il vit quelque chose qui le troubla profondément. Un homme, seul, assis au fond du terrain, le regard rivé sur Hope. Il portait un blouson militaire usé, une casquette trop grande et une canne qu'il ne semblait pas vouloir utiliser. Nathaniel s'approcha. « Bonjour, vous cherchez quelqu'un ?» L'homme leva les yeux. Des yeux sombres, fatigués, mais clairs. « Je m'appelle Elijah Mercer. J'étais maître chien. J'ai servi avec le père de cette chienne. » Nathaniel resta figé. Elijah pointa Hope du menton. « Elle a le même regard que Blaze, même démarche aussi.
Il m'a sauvé la vie à Kandahar, mais on m'a dit qu'il était mort peu après. Il baissa la tête. Je suis revenu cassé, physiquement et mentalement. Je ne parle plus à personne, j'ai coupé les ponts avec ma fille. Mais quand j'ai vu cette chienne dans l'article, j'ai su. Je ne sais pas quoi, mais j'ai su. Nathaniel s'assit à ses côtés. Hope, comme si elle avait entendu son nom dans une langue invisible, s'approcha sans précipitation. Elle renifla les bottes d'Elijah puis posa sa tête contre sa jambe. L'ancien soldat tressaillit. Ses doigts se mirent à trembler, et ses yeux se remplirent de larmes qu'il ne tenta même pas de cacher. Ce jour-là, Elijah ne parla pas beaucoup, mais il revint, chaque semaine, d'abord en silence. Puis un jour, il se mit à raconter, à montrer, à prendre soin. Il aida à dresser un chien aveugle, à réparer une niche, à expliquer aux enfants comment lire le langage corporel. Et un soir, alors que Nathaniel refermait le portail, il lui dit « Vous m'avez donné un nouveau déploiement, docteur, mais cette fois sans armes, juste avec de la lumière. » Le refuge n'était plus un secret. Il devenait une légende locale. Mais Nathaniel refusait de le voir comme tel. Il n'avait jamais cherché à être un symbole, il voulait juste être un homme debout, qui ne fuyait plus ses douleurs ni celles des autres. Et ça, c'était déjà un miracle. Au début du printemps, quelque chose changea dans le comportement de Grace. Ce n'était pas flagrant. Ce n'était ni une blessure, ni un signe évident. Mais Nathaniel le remarqua presque immédiatement. Elle mettait plus de temps à se lever. Elle attendait quelques secondes de plus avant de suivre Hope dans le jardin. Elle mangeait toujours, mais plus lentement. Et parfois, le soir, elle restait seule près de la clôture, fixant les bois avec un air lointain, comme si elle écoutait quelque chose que personne d'autre n'entendait. Nathaniel consulta discrètement. Il fit passer des radios, une prise de sang. Les résultats n'étaient pas catastrophiques, mais ils confirmaient ce qu'il redoutait. Grace vieillissait plus vite que prévu. Son corps portait les cicatrices invisibles d'années de service, de stress, de combats intérieurs. Elle avait été forte trop longtemps. Et maintenant, doucement, elle s'éteignait. Pas brutalement, mais inéluctablement. Il en parla à Maureen puis à Elijah. Tous deux accusèrent le coup. Hope, elle, semblait sentir les choses avant même qu'on les dise. Elle se colla encore plus à Grace, marchant à son rythme, dormant contre elle, refusant parfois de jouer si sa mentor restait couchée. Nathaniel, de son côté, vivait un paradoxe insupportable. Il comprenait parfaitement le processus, mais il ne l'acceptait pas. Il ne pouvait pas. Pas après tout ce que Grace avait offert. Pas maintenant qu'elle avait enfin trouvé la paix. Un soir, alors que le refuge était silencieux et que la lune baignait le terrain d'une lumière pâle, Nathaniel s'assit au pied du lit de Grace. Elle leva les yeux vers lui, fatiguée mais sereine. Hope dormait à quelques centimètres. Il murmura « Je ne sais pas comment faire ça, pas encore, pas 2 fois ». Grace ferma doucement les paupières, comme pour lui dire qu'il n'avait rien à faire d'autre que d'être là. Les jours suivants furent emplis de gestes délicats. Nathaniel passait plus de temps auprès d'elle. Il la massait, la couvrait, l'emmenait respirer l'air frais même quand elle n'en avait plus la force. Hope, fidèle, ne la quittait presque jamais. Un matin, Grace ne se leva pas. Elle ouvrit les yeux, regarda Nathaniel puis Hope. Et elle laissa échapper un dernier souffle calme, paisible. Comme si elle avait attendu que tout soit prêt. Il n'y eut pas de cris, pas de drame. Seulement un silence lourd, dense, sacré. Nathaniel l'enveloppa dans une couverture, la porta jusqu'au grand chêne derrière le refuge. Les enfants du quartier avaient déjà préparé un petit autel en bois avec des fleurs et des dessins. Elijah creusa la tombe. Maureen planta un arbrisseau juste à côté. Et Hope posa une de ses pattes sur la terre, regarda le ciel et ne bougea plus pendant de longues minutes. Ce jour-là, tout le monde comprit que quelque chose de plus grand que le deuil s'était produit. Un passage, une transition. Le refuge avait perdu son pilier, mais il avait hérité d'une mission nouvelle. Hope, depuis ce moment, ne fut plus seulement une élève. Elle devint une guide. Et quelque chose en elle s'éveilla. Elle commença à faire ce que même Grace n'avait jamais fait. Elle détectait les crises chez les enfants épileptiques avant qu'elles n'arrivent. Elle s'assit un jour pendant 2 heures devant un vétéran en crise suicidaire, jusqu'à ce qu'il fonde en larmes et demande de l'aide. Nathaniel, lui, se laissa transformer. La douleur de Grace, loin de le briser, sembla ouvrir un espace en lui qu'il n'avait jamais su nommer. Une capacité nouvelle, celle de porter la lumière même au milieu du vide. Il se mit à former des jeunes, à raconter des histoires, à témoigner, pas pour lui, mais pour que ceux qui viendraient sachent que la chute n'est jamais la fin, que parfois, ce sont les animaux qui nous réparent. Et puis, un événement inattendu changea encore la trajectoire du refuge.
Une délégation venue du sud de l'État, un collectif de psychologues spécialisés en traumatisme post-combat, demanda à rencontrer Hope. Ils avaient entendu parler d'elle par une patiente, une ancienne tireuse d'élite qui avait passé 2 jours au refuge sans dire un mot et qui était repartie en chantonnant. Intrigués, ils proposèrent un partenariat pilote, intégrer Hope à un programme d'intervention thérapeutique itinérant dans les écoles, les prisons et les hôpitaux. Nathaniel hésita. Hope n'avait jamais quitté Crescent Falls, mais il comprit que c'était là son chemin. Il l'accompagna pendant les premières sessions. Elle travaillait avec des enfants mutiques, des soldats amputés, des femmes battues. À chaque fois, elle trouvait le bon rythme, le bon contact. Pas comme un chien de démonstration, comme une présence sacrée. Quelque chose d'ancien, d'instinctif qui dépassait les mots. Et un jour, dans un hôpital de Pittsburgh, Hope s'arrêta net dans un couloir. Elle s'approcha d'un jeune garçon endormi dans un fauteuil roulant, le renifla et posa doucement sa tête sur sa jambe. L'enfant se réveilla, ouvrit les yeux et sourit. Il n'avait plus souri depuis son accident. Ses parents, bouleversés, comprirent à cet instant que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Hope était prête à porter l'héritage de Grace bien au-delà des clôtures du refuge. Mais elle n'oublia jamais d'où elle venait. Chaque mois, elle revenait à Crescent Falls. Elle retrouvait Nathaniel, les enfants, Elijah et les nouveaux pensionnaires du sanctuaire. Et à chaque retour, elle s'arrêtait quelques secondes près du grand chêne, là où reposait celle qu'il avait choisie, et qui quelque part continuait de veiller sur eux tous. Le temps avançait presque insensiblement, et avec lui le refuge changeait, doucement mais sûrement. De simples clôtures furent remplacées par des haies. Les murs du hangar furent repeints par les enfants eux-mêmes, sous la supervision de Maureen, qui avait désormais un bureau improvisé rempli de croquis, de dossiers d'adoption et de projets communautaires. Nathaniel regardait tout cela comme on regarde une chose fragile qu'on n'ose pas revendiquer, avec gratitude, mais toujours un brin de crainte que cela ne lui échappe. Un après-midi, alors qu'il désinfectait la patte d'un vieux labrador blessé, une lettre tomba sur son bureau. Papier cartonné, en tête officielle. Le sceau de l'université vétérinaire d'Elmsworth. Nathaniel fronça les sourcils. Il n'avait eu aucun contact avec eux depuis des années. Il ouvrit et lut. Il l'invitait à prendre la parole à une conférence annuelle sur la réhabilitation animale et les thérapies alternatives. Nous avons suivi votre parcours avec admiration, Dr. Grant. Vos travaux, bien que non conventionnels, ont inspiré un courant entier de réflexion sur le rôle thérapeutique des chiens dans les processus de guérison humaine. Il relut la lettre 3 fois, incapable de savoir s'il devait rire ou pleurer. L'homme qu'il avait été n'aurait jamais cru que le vétérinaire brisé qu'il était devenu recevrait un jour ce genre d'invitation. Elijah, apprenant la nouvelle, le poussa à accepter. « Tu ne veux pas devenir un monument ? Très bien, mais parfois, même les fantômes ont besoin d'être vus. » Nathaniel hésita, puis céda, et quelques semaines plus tard, il se retrouva debout, devant une salle pleine de spécialistes, de chercheurs, d'étudiants. Il raconta Grace. Il parla de Hope, mais surtout, il parla du vide, de ce qu'il avait fallu traverser pour le comprendre. Il conclut par ces mots « Nous croyons souvent que nous soignons les animaux, mais la vérité, c'est qu'ils nous soignent en retour, parfois sans même nous demander la permission. J'ai vu un chien sauver un vétéran du suicide, une chienne redonner la parole à un enfant, un chiot réparer une ville entière sans aboyer une seule fois. Si ce n'est pas de la médecine, alors je ne sais pas ce que c'est. » Le silence qui suivit fut profond, puis les applaudissements éclatèrent. Pas des applaudissements polis, des applaudissements vrais. Dans l'assistance, un jeune étudiant pleurait. Une professeure vétérinaire se leva pour le serrer dans ses bras. Et dans un coin de la salle, un journaliste griffonnait frénétiquement, les larmes aux yeux. Le lendemain, un article parut dans un journal national, « Le docteur des âmes, comment un homme et 2 chiennes ont guéri une communauté entière ». Nathaniel tenta de fuir l'attention, mais c'était trop tard. Des appels affluèrent, des dons, des invitations, on lui proposa un documentaire. Il refusa. Il n'avait jamais voulu devenir une icône. Pourtant, quelque chose de plus grand que lui était en marche. Et il comprit peu à peu qu'il ne pouvait pas s'y opposer, pas sans trahir ce que Grace lui avait appris. Hope, quant à elle, continuait son chemin de plus en plus assuré. Elle accompagnait désormais une psychologue dans un programme pilote pour enfants placés. Elle entrait dans les foyers les plus brisés, s'asseyait au milieu du chaos et attendait que l'on respire. Et un soir, Nathaniel la vit faire quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Une adolescente de 16 ans, traumatisée par des années de maltraitance, refusait de parler,
même de regarder qui que ce soit. Hope s'approcha d'elle, puis se coucha sur le dos, ventre à l'air, dans une posture de complète vulnérabilité. La jeune fille resta de marbre, mais 5 minutes plus tard, elle se leva, s'agenouilla et murmura « Moi aussi j'ai appris à me défendre ». Ce fut sa première phrase depuis 4 mois. Le refuge s'agrandit. Une deuxième structure fut construite, financée par des dons privés. Elle portait le nom de Pavillon Grâce. À l'entrée, une plaque gravée. Elle ne parlait pas, mais elle a tout dit. Et au centre, une sculpture de Hope, grandeur nature, en bronze, offerte par un sculpteur vétéran. Nathaniel, en découvrant l'œuvre, resta sans voix. Le sculpteur lui dit simplement « Ce chien m'a ramené à moi-même. Il fallait que je le grave dans la matière. » Au fil des saisons, Crescent Falls changea. Des commerces rouvrirent, une nouvelle école fut bâtie, un vétérinaire s'installa à temps plein permettant à Nathaniel de se concentrer sur les soins thérapeutiques. Il forme de nouveaux élèves, dont une jeune femme nommée Kelsey, brillante, drôle, passionnée par la communication animale. Elle devint rapidement une figure essentielle du refuge. Un jour, elle demanda à Nathaniel s'il avait déjà pensé à écrire un livre. Il rit tardot. « J'ai à peine le temps de finir mes bilans. » Mais l'idée resta en lui, comme une braise lente. Et parfois, le soir, il s'asseyait avec un vieux carnet et notait. Des noms, des gestes, des regards, pas pour publier, pas encore, juste pour se souvenir, pour que rien ne se perde, et pour que, peut-être, un jour, quelqu'un reprenne le flambeau. Pas lui, mais une autre main, une autre voix, un autre regard qui, un jour, poserait la sienne sur la tête d'un chien et comprendrait, sans qu'on ait besoin de parler, qu'un monde entier venait de commencer. L'été suivant fut long, chaud, vibrant. Les journées semblaient s'étirer et les soirs s'imprégnaient d'odeurs d'herbes fraîches et d'écorces humides. Le refuge baignait dans une atmosphère presque irréelle, celle des endroits qui ont survécu à tant de douleurs qu'ils deviennent indestructibles. Les enfants couraient entre les enclos, les vétérans riaient à nouveau, et Hope, silencieuse et constante, veillait sur tout ce petit monde comme un phare au milieu des tempêtes passées. Nathaniel, lui, commençait à ressentir une forme d'équilibre, un état qu'il n'avait jamais vraiment connu. Pas un bonheur éclatant ou naïf, mais une paix profonde, enracinée. Chaque matin, il ouvrait la porte du hangar et inspirait profondément. Il se disait parfois « Je suis vivant » et c'est suffisant. Il n'était plus hanté par la mémoire de son fils, ni écrasé par la disparition de Grâce. Ses douleurs étaient toujours là, mais elles ne le contrôlaient plus. Elles faisaient partie de lui, comme des cicatrices bien refermées. Mais la vie, dans sa manière subtile et cruelle, ne permettait jamais à cette paix de durer trop longtemps. Un jour, alors que le refuge accueillait une délégation venue d'un programme fédéral sur la santé mentale des vétérans, un événement inattendu se produisit. Un petit chiot, à peine sevré, fut déposé devant la porte par une inconnue qui prit aussitôt la fuite. L'animal était en mauvais état, maigre, infesté de parasites, les pattes tremblantes. Hope s'en approcha doucement. Elle ne grogna pas, ne recula pas. Elle s'allongea à ses côtés, comme si elle reconnaissait immédiatement en lui une version ancienne d'elle-même. Nathaniel, en observant la scène, sentit un frisson. Ce chiot n'était pas seulement une victime abandonnée, il était une clé, un signal, quelque chose qui allait à nouveau bouleverser l'équilibre. Il le nomma Phénix, parce qu'il était clair qu'il n'aurait jamais dû survivre. Et pourtant, il l'avait fait, avec acharnement, avec rage, avec une volonté que Nathaniel ne comprenait pas encore. Les premières semaines furent difficiles. Le chiot refusait de manger, mordait au moindre contact, pleurait dès qu'on fermait une porte. Il avait peur de l'ombre, de l'eau, du silence. Mais Hope resta près de lui, jour et nuit, parfois même sans dormir. Elle le guidait pas à pas, comme Grace l'avait fait pour elle. Nathaniel se contentait d'observer, de soutenir, de ne pas intervenir plus que nécessaire. Un soir, Phénix s'endormit contre Hope. C'était la première fois, et dans ce sommeil partagé, Nathaniel vit comme une boucle qui se refermait. Comme si l'histoire se rejouait encore, mais avec d'autres acteurs, d'autres douleurs, d'autres réparations à faire. Et il comprit que le refuge n'était pas un lieu. C'était un cycle, une promesse. Tant qu'il existerait des chiens brisés et des humains abîmés, il faudrait des endroits comme celui-là. Des lieux où rien ne se dit, mais tout se guérit. Avec le temps, Phénix évolua. Son corps se renforça, sa confiance aussi. Il jouait avec les autres, il apprenait vite. Il suivait Hope comme une ombre joyeuse. Mais un détail intrigua Nathaniel. Il semblait doué pour détecter la peur.
Chaque fois qu'un enfant arrivait en état de panique, Phoenix réagissait avant même les adultes. Il se plaçait devant eux, fixait leurs yeux et leur soufflait un calme étrange. Comme si ce chiot, si récent sur cette terre, comprenait déjà ce que personne n'avait osé lui enseigner. C'est Maureen qui formula l'idée la première. Et s'il était destiné à reprendre la relève, à devenir ce que Hope est aujourd'hui? Nathaniel sourit, sans répondre. Il savait que personne ne pouvait remplacer Hope. Mais il savait aussi que la flamme ne devait jamais s'éteindre, qu'un jour, Hope serait fatiguée, et qu'il faudrait une autre lumière, une autre trajectoire. Un matin de septembre, Phoenix fit quelque chose d'inattendu. Un groupe scolaire visitait le refuge. Parmi eux, un petit garçon, Samuel, autiste non-verbal, se tenait à l'écart. Il refusait de s'asseoir, de toucher, de regarder. Phoenix s'échappa discrètement de son enclos et s'approcha de lui, lentement. Puis il se coucha sur le ventre, tête posée sur ses pattes. Le garçon s'agenouilla, et au lieu de fuir, il toucha le dos du chiot. Une fois, 2 fois. Puis il murmura « Toi, t'as pas peur de moi ?» Les accompagnateurs restèrent figés. C'était la première phrase spontanée qu'il prononçait depuis 2 ans. Nathaniel regarda Hope, assise à distance. Elle cligna des yeux, presque comme un clin d'œil à son passé, comme une transmission. Ce soir-là, Nathaniel écrivit dans son carnet « Aujourd'hui, j'ai vu un miracle commencer. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que le flambeau était prêt à passer. Pas parce que c'est la fin, mais parce que le début doit se renouveler. » Le succès inattendu de Phoenix au sein du refuge déclencha une nouvelle vague d'intérêt. Pas seulement dans l'État, mais à l'échelle nationale. Des thérapeutes, des journalistes, des réalisateurs même, vinrent à Crescent Falls pour voir ce chiot miracle qui calmait les tempêtes émotionnelles mieux que des médicaments. Mais Nathaniel restait prudent. Il n'aimait pas l'idée de starifier un animal encore en formation. Il savait à quel point l'attention médiatique pouvait être à la fois un tremplin et un piège. Hope, elle, semblait comprendre ce danger mieux que personne. Elle surveillait Phoenix, le recadrait avec douceur quand il devenait trop excité et l'éloignait des foules lorsqu'elle sentait qu'il en avait assez. Ce n'était plus seulement une relation mentor-élève, c'était une forme rare de maternité instinctive, de passation lente, presque sacrée. Et au fond de lui, Nathaniel savait que ce lien touchait à sa dernière phase. Un jour d'automne, alors que les feuilles rousses recouvraient les sentiers du refuge, Hope ne se leva pas par douleur, pas par fatigue, mais par choix, comme si elle avait décidé que c'était le moment. Elle laissa Phoenix partir seule. Elle le regarda de loin sans bouger, et lorsqu'il revint, haletant, couvert de poussière, elle le renifla doucement, puis se détourna. Nathaniel comprit alors, elle venait de lui accorder son indépendance. Ce jour-là, il ne put s'empêcher de repenser à Grace, à la nuit où elle avait choisi de partir. Il se demanda s'il fallait encore une fois se préparer à dire adieu. Mais Hope n'était pas mourante, pas encore. Elle entrait simplement dans un autre rôle, celui de témoin silencieux, de fondation. Elle continuait à vivre, mais autrement, en s'effaçant un peu, pour que l'autre brille. Cette transformation bouleversa Nathaniel plus qu'il ne l'aurait cru. Il réalisa qu'il avait passé tant d'années à survivre, puis à reconstruire, qu'il ne s'était jamais vraiment préparé à la suite. Il avait toujours imaginé que le refuge fonctionnerait grâce à lui. Mais désormais, c'était clair, il n'était plus au centre. Et c'était parfait ainsi, car le cœur du refuge, c'était le lien, pas l'homme, pas même le chien, mais ce pont invisible entre les deux. Il décida alors de faire quelque chose de radical. Il convoqua Maureen, Elijah, Kelsey et quelques anciens vétérans du programme. Il leur expliqua qu'il souhaitait transmettre la gestion du refuge, pas partir, mais lâcher les rênes, leur laisser l'autonomie, le droit de diriger, d'innover, de faire des erreurs aussi. Il leur dit « Ce lieu ne m'appartient pas. Il vous appartient, à vous, à vos enfants, à ceux qui viendront. Moi je serai là, comme une racine, mais je ne veux plus être l'arbre. » La réaction fut d'abord le silence, puis une vague d'émotion. Elijah versa une larme discrète. Kelsey lui serra la main avec une force qui disait tout, et Maureen murmura « C'est la chose la plus courageuse que tu aies jamais faite. » À partir de ce jour, le refuge entra dans une nouvelle phase. Les décisions se prenaient en groupe, les responsabilités se partageaient, des formations furent de créer, des partenariats établis avec d'autres sanctuaires à travers le pays. Et Phoenix, pendant ce temps, devenait plus que jamais l'âme vivante du lieu. Il avait grandi, physiquement et émotionnellement. Il restait un peu fou, un peu imprévisible, mais il possédait cette étincelle que même Hope n'avait jamais eue.
une forme d'audace lumineuse, de joie brute, d'envie de vivre si intense qu'elle contaminait tout ce qu'il touchait. Un jour, alors qu'un groupe d'adolescents en déscolarisation visitait le refuge, Phénix se mit à courir comme un dément autour d'eux. Il les bousculait, aboyait, s'allongeait, repartait, sautait, glissait. Les éducateurs voulurent l'arrêter gênés, mais Nathaniel les retint. « Attendez, regardez leur visage. » Et en effet, l'un après l'autre, ces jeunes marqués par l'échec et l'isolement se mirent à rire. Vraiment. Pour la première fois peut-être depuis des années. C'était ça désormais le rôle de Phénix. Pas d'apaiser comme Hope, mais de réveiller ce qu'il y a de vivant, de sauvage, de joyeux dans chaque être cassé. Et c'était tout aussi essentiel. Peut-être même plus, parfois. Nathaniel observa ce nouveau duo qui se formait. Hope, en retrait mais toujours vigilante. Phénix, en plein essor. Il sentit une fierté calme, mature. Il se dit que cette fois, il n'y aurait peut-être pas besoin de tombeau, que l'héritage pouvait exister autrement, en mouvement, en action. Le soir venu, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Nathaniel s'assit sur le banc près du vieux chêne. Hope vint se coucher à ses pieds. Phénix, de son côté, dormait au loin, épuisé par sa journée. Nathaniel caressa lentement la tête grisonnante de sa complice. Puis il murmura, sans attendre de réponse, « Tu as fait plus que sauver ce lieu. Tu l'as fait exister. Et tu as su t'effacer au bon moment. C'est plus que ce que la plupart des humains arrivent à faire. » Hope leva les yeux vers lui, doucement, puis posa sa tête sur ses pattes, paisible. L'hiver suivant fut rude, peut-être le plus froid depuis que Nathaniel était arrivé à Crescent Falls. La neige tomba en masse dès novembre, figeant les routes, ralentissant les livraisons, isolant le refuge pendant plusieurs jours. Mais cette fois, personne n'eut peur. Les habitants du village, les anciens élèves du programme, les bénévoles et même certains vétérans restés dans la région formèrent une véritable chaîne humaine. Des motoneiges furent utilisés pour transporter des vivres. Des voisins abritèrent des chiens trop sensibles au froid. Un traiteur local livra chaque jour des repas chauds. Et Hope, malgré l'âge, resta dehors, par choix. Elle marchait lentement entre les enclos, vérifiait chaque porte, s'arrêtait parfois devant les chiots les plus nerveux. Sa seule présence suffisait à les calmer. C'était comme si, à chaque pas, elle disait « Tout va bien, je suis encore là ». Phénix, de son côté, vivait cet hiver comme une aventure. Il creusait des tunnels dans la neige, glissait volontairement sur les pentes, tentait même de voler les bonnets des enfants. Il apportait la chaleur, là où Hope imposait la stabilité. Un soir, alors que la température avoisinait les moins 15 degrés Celsius, Nathaniel fit le tour du refuge une dernière fois avant d'aller se coucher. Il trouva Phénix couché tout contre un vieux husky aveugle pour lui tenir chaud, et un peu plus loin, sous l'abri principal, Hope, seule, assise face au vide blanc. Il s'approche lentement. Elle leva la tête, le regarda longuement. Et dans ce regard, il comprit. Ce serait bientôt le moment. Elle ne souffrait pas. Mais elle ralentissait. Elle dormait plus, mangeait moins. Et surtout, elle observait Phénix avec une intensité nouvelle, comme pour graver chaque geste, chaque mimique, chaque pas maladroit ou trop enthousiaste. Comme une mère qui, au bord du silence, contemple son enfant devenu adulte. Nathaniel, ce soir-là, resta auprès d'elle sans dire un mot jusqu'à ce que la lune soit haute. Puis il murmura « Si tu pars pendant que je dors, je ne t'en voudrai pas. Mais si tu peux, attends encore un peu. » Hope attendit. Elle tint jusqu'au printemps. Juste assez longtemps pour voir Phénix mener seule une séance de thérapie canine auprès de 3 enfants récemment retirés d'un foyer abusif. Il avait appris à ne pas aller trop vite, à ne pas jouer quand ce n'était pas le moment, à être présence et non performance. Ce jour-là, il s'était contenté de s'allonger, de respirer, d'accompagner. Et alors qu'il partait, la psychologue se tourna vers Nathaniel et dit « Il n'a rien fait, mais et pourtant, il a tout changé. » Le soir même, Hope s'allongea dans l'herbe sous un vieux saule. Nathaniel était à ses côtés. Phénix aussi. Le vent était doux, le refuge dormait. Et alors que les étoiles apparaissaient une à une, elle ferma les yeux une dernière fois. Elle partit sans bruit. Nathaniel ne pleura pas tout de suite. Il resta là, des heures, à caresser son dos devenu immobile. Il murmura des mots qu'il ne se souvenait même plus avoir en lui. Puis il la porte jusqu'à un endroit précis. L'endroit où, des années plus tôt, elle avait rencontré Hope. L'endroit où la peur s'était transformée en lien. Là, ils creusèrent. Phénix resta tout le temps à ses côtés. Quand le trou fut prêt, Nathaniel déposa Hope dans une couverture douce, puis la recouvrit lentement. Il planta un petit panneau de bois sur lequel il avait gravé, à la main,
Elle a guéri ce que personne n'osait nommer. Le lendemain, le refuge entier se réunit pour une veillée. Pas une cérémonie, une célébration. Chacun raconta un souvenir, une histoire, une guérison. Même les enfants les plus fermés par l'air. Un petit garçon dit « Elle m'a appris à ne pas frapper quand j'ai peur ». Une vieille femme ajouta « Elle a mis sa tête sur mes genoux quand plus personne ne voulait me voir ». Une ancienne militaire murmura « C'est grâce à elle si je suis encore en vie ». Il n'y eut pas de cris, pas de désespoir, juste de la gratitude, une chaleur immense, presque irréelle. Et Phénix, debout près de la tombe, leva le museau vers le ciel et poussa un hurlement, long, clair, profond, comme une prière, comme une promesse. Nathaniel sut alors que tout était en ordre. Le refuge entra dans une nouvelle ère, sans Hope, mais avec tout ce qu'elle avait laissé. Phénix prit son rôle à cœur. Il fit des erreurs. Il s'excita trop. Il se trompa parfois, mais il apprit. Il évolua. Il comprit. Un jour, il refusa d'entrer dans un enclos. Nathaniel l'observa. Il semblait nerveux, en alerte. Et en effet, en entrant, ils découvrirent un enfant en crise, sur le point de s'auto-mutiler. Phénix s'était arrêté parce qu'il savait, parce qu'il avait perçu ce que personne ne pouvait encore voir. Les mois passèrent. Crescent Falls connut un renouveau inattendu. Ce n'était plus seulement un village, c'était devenu un symbole, un lieu de passage, d'apprentissage, de reconstruction. On venait de loin, parfois de très loin, pour comprendre ce qui s'y jouait entre les murs du refuge. Des psychologues, des anciens soldats, des enseignants même. Pas pour observer des techniques, mais pour ressentir. Car ici, il ne s'agissait pas de protocole. Il s'agissait d'humanité et de chiens. De ce que ces êtres silencieux savaient faire sans jamais avoir appris. Écouter, accueillir, supporter. Phénix était désormais l'âme du refuge. Il ne remplaçait pas Hope. Il l'honorait, à sa manière. Moins stable, plus fougueux, mais tout aussi présent. Il devenait ce que Hope avait été. Une constante, un repère. Il savait quels enfants avaient besoin de sa présence sans bruit. Il savait quand rester à distance. Et surtout, il savait quand s'imposer. Un jour, un adolescent violent fut temporairement confié au refuge. Il refusait toute autorité, toute proximité, toute parole. Phénix s'approche une première fois, le garçon le repoussa violemment. Phénix recula, mais ne grogna pas. Le lendemain, il revint. Même réaction. Le troisième jour, le chien ne s'approcha pas. Il s'allongea simplement à l'autre bout de la pièce. Et ce fut le garçon qui, le soir venu, s'assit à côté de lui. Sans mots, juste le souffle, juste le silence, juste une main posée sur une fourrure chaude. Ce jour-là, Nathaniel comprit que Phénix n'était plus un chiot. Il était devenu guide. Et pourtant, il restait joueur, vivant, l'équilibre parfait entre sérieux et légèreté. Et dans ce juste milieu, le refuge trouva une nouvelle stabilité. Elijah et Maureen dirigeaient désormais les opérations. Kelsey s'occupait de la communication et de la logistique. Et Nathaniel, il devenait ce qu'il n'avait jamais eu le droit d'être, un homme libre. Il se permettait de disparaître quelques jours, d'écrire, de marcher sans but, de s'asseoir dans un champ sans attendre une urgence. Un matin, alors qu'il observait les chiens courir dans la prairie encore couverte de rosée, il sentit quelque chose de différent. Pas une douleur, pas une peur, une forme de certitude. Que la boucle était presque complète. Que ce qu'il avait semé, d'abord avec Grace, puis avec Hope, et maintenant avec Phénix, avait grandi bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Il n'avait pas construit un refuge, il avait restauré un écosystème, une communauté, une dynamique vivante où chaque être, blessé ou non, pouvait trouver sa place. Il décida alors de publier un petit recueil, pas un livre commercial, une série de lettres, de fragments, d'histoires vraies, intitulé simplement « Ce que les chiens m'ont appris quand je ne savais plus parler ». Il en fit imprimer quelques centaines d'exemplaires et l'envoya à ceux qui étaient passés un jour par le refuge. Les retours furent bouleversants. Une ancienne toxicomane écrivit « C'est votre chien qui m'a appris à respirer sans honte. Un père endeuillé, c'est la présence de Hope, silencieuse, qui m'a empêché de me tirer une balle dans la tête. Et un ancien militaire, aujourd'hui thérapeute pour adolescents, grâce à vous, je n'ai plus peur du silence. » Phénix, lui, continua d'évoluer. Il accompagna Nathaniel dans plusieurs écoles rurales, pas pour des démonstrations, pour des rencontres, et là encore, il opéra des petits miracles. Des enfants mutiques se mirent à parler. Des enseignants débordés retrouvèrent un souffle, parfois juste en regardant Phénix dormir au centre de la salle, comme s'il absorbait par sa seule présence toutes les tensions, toutes les colères, toutes les tristesses. Mais le temps, une fois encore, imposa son rythme.
Nathaniel vieillissait. Il le sentait dans ses genoux, dans ses nuits plus courtes, dans ses réveils plus lents. Il ne s'en plaignait pas. Il accueillait, comme Hope l'avait fait, comme Grace avant elle, et il savait que le refuge n'aurait pas besoin de lui éternellement, qu'il fallait transmettre encore plus. Il forma alors une équipe de jeunes adultes, anciens du programme. Il leur enseigna ce qu'il avait appris, non pas comment dresser un chien, mais comment se laisser guider par lui. Il leur dit un jour, « Le chien que vous sauvez n'est pas un patient, c'est un professeur. C'est vous qu'il va reconstruire. » Ces mots restèrent, gravés dans l'entrée du refuge quelques mois plus tard, car on proposa à Nathaniel de transformer le refuge en centre d'accueil permanent, un lieu ouvert toute l'année, avec un internat, un programme de réinsertion, une école alternative. Il refusa d'abord, puis réfléchit, et finalement accepta, à une condition, que les chiens restent au centre, que ce soit toujours eux, les vecteurs, les médiateurs, les phares. Le jour de l'inauguration du nouveau centre, Crescent Falls baignait dans une lumière douce. Autour du refuge, des familles, des vétérans, des anciens du programme et bien sûr, des chiens. Beaucoup étaient revenus pour cette journée. L'absence de Hope était palpable mais apaisée. Une plaque simple sous le vieux saule disait « Hope, elle nous a appris que l'amour peut survivre à la peur ». Phoenix, désormais adulte, restait près de la stèle, calme, présent. Il semblait porter quelque chose en lui, pas un deuil, mais une continuité, une maturité silencieuse. Il ne remplaçait pas Hope, il prolongeait ce qu'elle avait initié. Il était devenu, à son tour, le cœur battant du refuge. Nathaniel monta sur une estrade improvisée. Il dit simplement « Ce lieu n'existe pas parce qu'on a sauvé des chiens, il existe parce que des chiens ont accepté de nous sauver. » Un silence, puis il ajouta « Ce n'est pas un miracle, c'est une réponse à ce que le monde oublie. » La cérémonie fut brève, authentique. Une petite fille demanda « Est-ce que Phoenix va rester ici pour toujours ?» Nathaniel sourit. « Aussi longtemps qu'il le voudra, et quand il partira, un autre viendra. Pas pour remplacer, pour continuer. » Le soir venu, alors que le centre retrouvait son calme, Nathaniel s'assit près de la tombe de Hope. Phoenix vint poser sa tête sur ses genoux, longtemps, comme Hope l'avait fait avant lui. Nathaniel caressa doucement son dos et dans un souffle presque imperceptible murmura « C'est à toi maintenant ». Et Phoenix releva la tête, en silence, comme s'il avait toujours su